Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cher Frédéric Vidal, Monsieur le directeur de cabinet de la ministre, cher Nicolas Castoldi, j'ai déjà salué l'ensemble des autres membres du colloque, donc je ne vais pas recommencer pour ne pas alourdir mon petit discours d'introduction. Mesdames et messieurs, chers collègues, comme nous avons eu l'occasion de le dire, le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche a profondément changé, profondément évolué durant ces 10 dernières années. Les évolutions rapides et profondes mises en œuvre en France comme au niveau européen posent notamment la question de l'organisation de l'évaluation, voire des dispositifs d'évaluation. À la fin du mandat du présent collège du HCRS, à l'heure d'un nouvel acte de l'autonomie des établissements et dans la perspective de l'élaboration du projet de loi de programmation de la recherche, le Haut Conseil a amorcé une réflexion d'ensemble sur l'évaluation et a essayé d'y associer toutes les parties prenantes. C'était l'objectif de ce colloque. Tracer les lignes directrices pour les prochaines années. Il s'agissait de comprendre comment l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche peut s'adapter aux évolutions en cours et voir son efficience accrue. Je pense que chacun reconnaîtra l'ouverture, la diversité des points de vue, la qualité des échanges et des débats au cours des 6 tables rondes qui ont été organisées. Autonomie et évaluation institutionnelle, évolution du premier cycle et évaluation, impact du projet d'université européenne sur le paysage de l'enseignement supérieur et de l'assurance qualité, évaluation des établissements et de la recherche, quels usages des indicateurs, quelles perspectives pour l'évaluation de la recherche, et enfin la dernière table ronde qui vient de se terminer à l'instant, agence d'évaluation et modèle économique de l'évaluation. Je souhaite saluer la qualité des débats, l'ouverture et la disponibilité des participants aux tables rondes et de l'ensemble des participants et des auditeurs. Je vous rappelle que l'intégralité des débats, des documents, sous réserve de l'accord de leurs auteurs bien sûr, seront publiés sur le site web du HCRS et mis à votre disposition. Au moment de terminer mon mandat et de la fin du mandat du collège du HCRS, ce colloque constitue pour moi un achèvement. Il permettra, je l'espère, c'est vraiment mon souhait, de donner à la nouvelle gouvernance du HCRS les grandes ouvertures, les possibilités de conduire cette mission fondamentale qu'est l'évaluation du service public d'enseignement supérieur et de recherche. Accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'issue de ce colloque est un honneur. Connaître sa position sur ces questions, sa vision de cette évolution, à l'aube de la préparation de la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, est un questionnement que je relais de l'ensemble des participants. C'est pourquoi je remercie vraiment très sincèrement Frédéric Vidal, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de sa présence. C'est un honneur qu'elle nous fait, mais c'est aussi avec beaucoup de curiosité que nous attendons votre discours, ton discours, cher Frédéric. Je te passe immédiatement la parole. Madame la présidente de l'Université de Paris, chère Christine, merci de nous accueillir dans cet endroit qui me rappelle tant d'excellents souvenirs. Monsieur le président de l'HCRS, mesdames et messieurs les parlementaires et les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'universités, d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, monsieur le président de l'ANR, monsieur le président de la CPU, madame la présidente de la CTI,
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'agences d'évaluation, Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, Mesdames et messieurs les membres du collège de l'HCERS, Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis très heureuse d'être avec vous pour clore ce colloque qui nous invite à nous pencher sur la question de l'évaluation, qui est une question qui est à la fois derrière nous et devant nous. Et choisir de se positionner ainsi sur la flèche du temps, comme au milieu du gué, dans un lieu, l'Université de Paris, un lieu si emblématique des changements à l'œuvre dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est d'emblée, je crois, inscrire l'évaluation sous le signe de l'évolution et rappeler que celle-ci n'a pas seulement vocation à accompagner un écosystème qui, depuis plus de 10 ans, ne cesse de se réformer, mais qu'elle est elle-même et avant tout un puissant levier de transformation. Évaluer, ce n'est pas seulement prendre une photographie exhaustive du réel, c'est être capable de passer celui-ci au crible d'un regard critique, c'est oser les remises en question et les comparaisons lorsqu'elles sont fécondes. Évaluer, c'est déjà créer du relief et semer les graines du changement. Ce n'est pas seulement dresser un bilan ou faire un inventaire, mais c'est aussi se tourner vers l'avenir pour formuler et partager des objectifs. Ainsi, plus qu'un simple constat, l'évaluation est l'amorce d'un mouvement, d'une ouverture, d'un progrès. La question de l'évaluation ne se pose pas dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans les mêmes termes qu'au sein des autres communautés. Et j'en suis convaincue pour 3 raisons. La première, c'est que l'évaluation est co-substantielle au monde de la connaissance. C'est le ressort intime de notre modèle d'enseignement, c'est le fondement de notre édifice scientifique. Il n'y a de science que validée par les pairs et il n'y a de compétences qu'appréciées par les maîtres. Garante de la qualité de notre recherche et de nos formations, l'évaluation traverse tout l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en s'attachant au contenu comme aux structures et en intervenant à toutes les échelles, des équipes au laboratoire, des mentions aux établissements et aux regroupements. Cette excellence, notre communauté ne la cultive pas seulement pour elle-même, elle la doit d'abord et avant tout à la société qui croit en elle et qui investit en elle. Et notre communauté est comptable de ses résultats devant les citoyens, car elle porte leurs plus grands espoirs. L'espoir des jeunes et des moins jeunes qui misent sur la formation pour réussir leur vie. L'espoir des collectivités qui comptent sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation pour répondre aux besoins des territoires. Ceux des entreprises qui s'appuient sur le monde académique pour innover grâce à ses talents et ses connaissances. Ceux du pays tout entier qui puisent dans la science l'énergie d'aller de l'avant et de s'élancer vers l'avenir avec confiance. Voilà donc la deuxième raison pour laquelle l'évaluation est un sujet central pour notre communauté. Dans une démocratie qui doit porter pour chacun une promesse d'émancipation et de progrès, dans une société que nous devons souhaiter toujours plus éclairée et toujours plus innovante, la production et la diffusion du savoir ne sont pas et ne peuvent pas être des services publics comme les autres. Et évaluer notre système d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, s'assurer de sa qualité, c'est garantir à notre société qu'elle a son destin bien en main. Évaluer, c'est donc quelque part produire de la confiance. Et cette confiance, c'est aussi celle que l'État a choisi de placer dans ses établissements publics. Dans la perspective d'un État stratège et d'opérateurs libres d'atteindre le cap qu'il leur a fixé par le chemin qui leur correspondra le mieux, la régulation ne peut plus reposer uniquement sur la norme. C'est l'évaluation qui, désormais, permet aux priorités de l'État et aux priorités des établissements de se rencontrer. Et si l'évaluation est essentielle dans notre écosystème, c'est pour cette dernière raison, elle est le pendant de l'autonomie des universités et des organismes. Approfondir l'une, c'est approfondir l'autre. Libérer les initiatives des établissements, leur laisser les coups des franches pour bâtir leur stratégie de formation et de recherche, passer définitivement d'un système administré à un système responsabilisé,
c'est fixer les plus hautes exigences à l'évaluation. Ainsi, si la culture de l'évaluation est inscrite dans les gènes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les modalités de sa mise en œuvre n'ont néanmoins pas toujours fait consensus. Et en particulier, l'idée de confier l'évaluation à une agence indépendante n'allait pas forcément de soi, et sa concrétisation a suscité des doutes, des craintes et, disons-le, des critiques. Critiques avec lesquelles tu as aussi su avancer, cher Michel, et à la suite des présidents qui se sont succédés à la tête de l'AERS ou de l'HCERS, tu as parachevé l'installation de cette autorité dans le paysage de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au plan national comme au plan européen. En se soumettant avec succès à l'évaluation de l'ENQA, l'Association européenne des agences d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur en 2017, l'HCERS s'est affirmé comme un acteur clé de la participation française au processus de Bologne et à la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Cette participation aux grands enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'HCERS l'affirme également en rédigeant des rapports extrêmement précieux qui éclairent ensuite la décision publique. Et j'en citerai deux, parce que particulièrement récents, et toujours utiles, relatifs au mode de recrutement des professeurs d'université en sciences économiques ou en sciences de gestion. Le sujet est majeur pour ces disciplines et tire les conséquences d'une expérimentation qui a été conduite pendant plusieurs années. Comment faire pour recruter les meilleurs enseignants-chercheurs où qu'ils se trouvent, à l'étranger, en France, pas nécessairement dans son propre établissement. Et sur ce sujet, je partage largement les conclusions de votre rapport. En sciences économiques, il nous faut mettre définitivement fin à un quelconque contingentement dans les procédures de recrutement. En sciences de gestion, en revanche, les choses paraissent moins nettes. Et pour cette raison, j'ai demandé à la DGCIP, avec l'appui de la DGRH, de conduire une réflexion relative aux conditions d'une réelle diversité des voies de recrutement et d'une meilleure attractivité du concours pour les candidats comme pour les établissements. Sans doute cette réflexion pourra-t-elle d'ailleurs aussi nourrir celle qui anime nos collègues politistes. Mais au-delà de ces rapports qui montrent l'importance de l'institution dans l'écosystème, il est essentiel d'inscrire dans les mentalités une vision positive de l'évaluation, un levier d'amélioration et de progrès, plutôt qu'un outil d'inspection et de contrôle. Et en incitant les établissements à s'auto-évaluer et à développer en leur sein des démarches d'assurance qualité, vous les avez accompagnés sur la voie de la responsabilisation, de la réflexivité, de la cohésion autour d'une stratégie partagée. Je crois qu'aujourd'hui, toute la communauté s'accorde sur ce point, dès lors que l'auto-évaluation est bien conduite et fortement investie par ceux qui s'en font l'objet. Elle se révèle être un exercice de maïeutique et d'introspection individuelle et collective à la fois passionnant, fécond et très fédérateur. Et elle oblige chacun à sortir du cadre, à s'arracher à son quotidien pour réfléchir à ce qu'il a réalisé, pour le mettre en perspective, l'expliquer à ses pairs et pour imaginer l'avenir. C'est un moment privilégié où les idées nouvelles peuvent émerger, les équipes se ressouder, la politique de l'entité se préciser. L'auto-évaluation est une pratique extrêmement stimulante qui méritait d'être confortée et grâce à vous, elle est définitivement rentrée dans les mœurs de notre communauté. Alors tous ces progrès, tous ces acquis, j'en ai mentionné que quelques-uns, doivent aujourd'hui nous permettre d'aller plus loin et notamment en matière d'évaluation externe. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, l'auto-évaluation est bien entendu une condition nécessaire à l'excellence de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, mais en aucun cas suffisante. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur son effet autoréalisateur, nous avons aussi besoin de pouvoir apprécier de l'extérieur la qualité de l'offre de formation, des activités de recherche et de prendre la mesure des résultats obtenus. Les réformes engagées dans l'enseignement supérieur depuis le début du quinquennat, qu'il s'agisse de la personnalisation des parcours de premier cycle, des réflexions autour de l'attribution du grade de licence, des diplômes d'établissement, de l'articulation plus étroite entre le master et le doctorat, nécessitent
de revoir en profondeur les référentiels d'évaluation. Et je sais que vous avez commencé à vous atteler à ce chantier important. Et aujourd'hui, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche nous offre finalement une opportunité plus grande encore, celle d'une interrogation profonde, libre et ouverte sur le sens et la portée de l'évaluation. Cette loi, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, est notre chance de décider ensemble de la place que nous voulons donner à l'évaluation dans le nouveau paysage de la science française, de choisir ensemble le rôle que l'évaluation devra jouer dans notre ambition de remettre la recherche au cœur de notre projet de société. La première piste de réflexion que je souhaitais partager avec vous concerne la finalité de l'évaluation. Je crois qu'une évaluation utile, c'est une évaluation qui débouche sur une décision, ce qui suppose qu'elle se présente à celui qui doit décider sous une forme simple, synthétique et explicite. Ces questions formelles ont toute leur importance car ce sont elles qui règlent en grande partie le destin des rapports, le fond d'un tiroir ou l'antichambre d'une décision. Et nous devons nous les poser ensemble sans tabou et sans crainte de réouvrir parfois d'anciens débats, y compris les plus sensibles, comme ceux sur la notation ou la cotation, qui ont le mérite de fournir des repères clairs, mais qui doivent être maniés avec précaution, car notes et cotes ne peuvent pas tout dire et ne doivent jamais devenir une fin en soi. Nous ne devons pas avoir peur d'aborder ces questions, d'explorer ces possibilités, que ce soit pour les retenir, les écarter ou les réinventer, tout comme nous ne devons pas avoir peur d'en aborder de nouvelles, qu'il s'agisse de la longueur des rapports, de la langue dans laquelle ils sont rédigés, tant que finalement nous veillons à ce que le fond, l'appréciation, ne soit jamais réduite ou tronquée. Je crois que l'évaluation doit se concevoir comme un outil maniable, simple d'utilisation, mais précis et tranchant s'il le faut. La deuxième piste de réflexion concerne les bénéficiaires de l'évaluation. À qui l'évaluation doit-elle profiter et quel type de décision doit-elle étayer ? Je crois que la réponse est nécessairement plurielle. Les évalués, en premier lieu, doivent y trouver matière à progresser. Les responsables, matière à aider à cette progression et à piloter. Et les usagers, matière à faire des choix. Je commencerai par les usagers, car il ne faut jamais perdre de vue que l'évaluation ne doit pas être seulement utile à notre communauté, mais bien à l'ensemble de la société. Elle doit éclairer les jeunes et leurs familles dans leurs décisions d'orientation vers l'enseignement supérieur. Elle doit offrir des indications à nos partenaires socio-économiques soucieux de soutenir des formations ou de collaborer avec des laboratoires de recherche publics. Et cette ambition pose là encore des questions de forme et d'adaptation des rapports à un lectorat hétérogène. Les responsables d'unités de recherche, d'établissements, prennent eux aussi quotidiennement des décisions en matière de stratégie scientifique, en matière d'offres de formation, en matière de partenariat, en matière de ressources humaines, en matière de ventilation des moyens, et toutes ces décisions doivent pouvoir s'appuyer sur une évaluation claire et objective, car c'est le moyen le plus sûr de les faire reconnaître de tous et de s'assurer qu'elles concourent à l'excellence collective. Et ce que je viens de dire suppose que chacun identifie et assume pleinement ses responsabilités. Quand par exemple un laboratoire est évalué, eh bien ceux qui doivent tirer les conséquences de cette évaluation pour l'avenir, c'est d'abord le laboratoire et ses établissements de tutelle. L'État a pour sa part ses propres responsabilités à assumer. Et pour cela, a aussi besoin de l'évaluation pour exercer ses responsabilités de façon stratégique. Dans le contexte d'autonomie renforcée que j'évoquais, l'évaluation est devenue la pierre angulaire des relations entre le ministère et ses opérateurs. C'est sur elle que repose la procédure d'accréditation depuis 2013. C'est sur elle que reposeront également les décisions qui seront prises demain dans le cadre de la contractualisation ou du dialogue stratégique de gestion. Comme vous le savez, ces nouveaux outils doivent permettre aux ministères et aux établissements de s'accorder sur des objectifs
à la croisée de leurs priorités respectives, d'y articuler des moyens pour ensuite mesurer le chemin parcouru et en tirer les conséquences. Cet exercice est inconcevable sans une évaluation transparente, partagée, qui dit nettement les choses, qui assure le suivi de ses propres recommandations sur la base d'indicateurs soigneusement choisis et là aussi partagés, et qui ne sacrifie pas à une approche qualitative, une approche quantitative. Et ça m'amène à une troisième piste de réflexion que je voulais partager avec vous, celle de l'impact de l'évaluation. À mon sens, cet impact est double. L'évaluation doit tout d'abord permettre à l'État de s'assurer que ses politiques publiques sont suivies d'effets et qu'elles transforment le pays conformément au projet qu'il a pour lui. À cet égard, il est essentiel que l'évaluation puisse nous renseigner, par exemple, sur la réussite de nos étudiants, sur leur insertion professionnelle, sur l'attractivité des formations ou bien encore sur l'engagement des laboratoires, qu'il s'agisse de dépôts de projets européens ou en matière de transfert et d'innovation. Mais il est pour moi tout aussi essentiel que l'évaluation ne soit pas aveugle, qu'elle tienne compte de la signature des établissements, qu'elle n'ignore pas les singularités des territoires et des sites dans lesquels ils se trouvent. Notre système d'évaluation doit reconnaître la qualité sous toutes ses formes et soutenir l'émergence de champions dans toutes les catégories. Les besoins de formation, les axes de recherche, les attentes des partenaires économiques ne peuvent pas être les mêmes à l'Université de Paris, à l'Université de La Rochelle ou à l'Université de Guyane. Mais chacun de ces établissements doit produire et viser le meilleur avec les atouts qui sont les siens et dans la situation particulière qui est la sienne. Et c'est bien cette diversité des excellences que l'évaluation doit être capable de mettre en avant. Et dans ces conditions, vous l'avez compris, il ne peut pas y avoir de modèle unique d'évaluation ou de référentiel standard. Dans ces conditions, la question de l'adaptation des critères et des indicateurs devient centrale, puisqu'ils devront refléter à la fois les priorités communes et les stratégies particulières. La perspective conjointe de la loi de programmation et du renouvellement des instances de l'HCERES nous invite donc à ouvrir largement ce chantier de l'évaluation. Je suis convaincue que l'ambition de la programmation sera à la mesure de notre capacité nouvelle à démontrer par l'évaluation les résultats déjà obtenus. Il faudra nous interroger aussi, et je sais que c'est une question chère à Michel, sur le statut juridique qui sera le plus à même de permettre à l'agence de jouer pleinement son rôle dans ce nouveau système que nous déciderons ensemble de construire. La loi de programmation de 2006 a vu naître la première agence d'évaluation indépendante de la recherche et de l'enseignement supérieur français, faisant en sorte que le futur texte, comme le futur Haut Conseil, nous permette aussi de franchir une nouvelle étape et de donner un nouveau souffle à cette institution capitale pour l'excellence de nos formations et de nos productions scientifiques. Cher Michel, pour terminer, je voudrais t'adresser quelques mots personnels. Je sais à quel point tu as eu à cœur de faire de l'évaluation, non pas seulement un moyen d'estimer la valeur d'une structure, mais un levier pour qu'elle se connaisse davantage, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle améliore encore et toujours de façon volontariste la qualité de ses formations, la qualité de sa recherche. Tu as en cela aidé beaucoup d'établissements à arriver à maturité dans leurs souhaits et leur capacité d'autonomie. Soyez tous assurés que cette préoccupation sera toujours la mienne. Je vous remercie.